Bonjour et bienvenue à la deuxième et dernière partie de cette présentation sur le poignet. Nous allons commencer cette session en étudiant le carpe, les arcs de Gilula et la zone de vulnérabilité selon Johnson. Puis nous verrons les fractures les plus fréquentes des os du carpe ainsi que leur luxation. Nous continuerons avec la nécrose avasculaire du lunatome et la classique maladie de Kienbock. Enfin, nous terminerons en examinant la cicatrice physaire qui est très souvent diagnostiquée à tort comme une fracture. Il est donc très important d'aller jusqu'au bout de la présentation et nous espérons que vous l'apprécierez. Les os du carpe sont vulnérables à la luxation, notamment à la suite d'un traumatisme violent. Il est donc important d'étudier systématiquement leur alignement. L'espace articulaire normal du carpe est de 1 à 2 mm et c'est valable également pour l'articulation carpo-métacarpienne. De même, lorsque nous examinons la base des 4e et 5e métacarpiens, à la recherche d'une luxation, ce que nous recherchons, c'est la présence d'un espace articulaire clair, sans chevauchement des os adjacents. Nous utilisons les arcs de Gilula pour nous aider à évaluer l'alignement du carpe. Donc le premier arc, nous le traçons le long de la surface articulaire proximale de la rangée proximale des os du carpe, c'est-à-dire scaphoïde, lunatum et triquetrum. Le deuxième arc est tracé le long de la surface articulaire distale de la rangée proximale, donc ici en rouge. Et enfin, le troisième arc est tracé le long de la surface articulaire proximale de la rangée distale, donc le long du capitatum et de l'amatum, donc ici en bleu. Il est important que vous puissiez voir un espace articulaire clair entre ces rangées. Si vous ne pouvez pas avoir d'espace articulaire et si vous avez des structures osseuses qui se chevauchent, il faut vraiment soupçonner une luxation du carpe. La zone de Johnson, également appelée zone de vulnérabilité, permet de comprendre que la plupart des fractures-luxations se situent dans cette région anatomique. Vous êtes plus susceptible de subir des fractures du processus styloïde radial, du scaphoïde, du capitatum, de l'amatum, du triquetrum ou de la styloïde ulnaire. Au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la zone des processus styloïdes, la gravité de la blessure augmente, mais la fréquence diminue. Ainsi, par exemple, les fractures de la styloïde radiale, du scaphoïde et de la styloïde ulnaire sont relativement fréquentes, mais ce sont des lésions qui sont moins graves que lorsque vous subissez des fractures ou des luxations au niveau du capitatum, de l'amatum ou du triquetrum. Le scaphoïde est l'os du carpe le plus fréquemment fracturé et il est important de l'examiner intégralement. Quant au capitatum, c'est un peu comme un mât de cocagne, donc lorsque vous positionnez votre patient en déviation ulnaire, les os du carpe tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour du capitatum. Cette position permet de placer le grand axe du scaphoïde perpendiculairement au rayon incident, et il apparaît donc bien déroulé, rendant possible son analyse complète. Inversement, si vous placez le patient en déviation radiale, les os du carpe tournent alors dans le sens des aiguilles d'une montre autour du capitatum, ce qui entraîne un raccourcissement du scaphoïde. Nous pouvons voir ici une zone dense et circulaire, souvent appelée le signe de la bague. Cela ne signifie pas réellement que le scaphoïde est fracturé, cela signifie simplement que l'image est raccourcie et cela rend très difficile l'évaluation correcte de toute fracture. C'est pourquoi il est très important de toujours mettre votre patient en déviation ulnaire s'il y a le moindre doute sur une lésion du scaphoïde. Le scaphoïde est classé dans le premier groupe selon la classification de Gelberman, ce qui signifie qu'ils sont vascularisés par une artère unique ou dominante. Cet apport sanguin provient principalement des branches de l'artère radiale. Celle-ci pénètre dans la crête dorsale, donc au niveau de l'isthme, et alimente de manière rétrograde 80% du pôle proximal. La deuxième source provient de l'arcade palmaire superficielle, une branche de l'artère radiale,
qui pénètre dans le tubercule distal et irrigue le pôle distal du scaphoïde. La nature rétrograde de l'apport sanguin signifie que toutes les fractures du pôle proximal se traduiront par un retard ou une absence de consolidation, ainsi qu'un risque très élevé de pseudarthrose et de nécrose avasculaire. Si une nécrose avasculaire se développe, le premier signe radiographique sera une légère sclérose du fragment de fracture, c'est-à-dire une augmentation de la densité. Cela peut s'expliquer par le fait que le reste du poignet subit une déminéralisation due à l'immobilisation, tandis que la partie proximale du scaphoïde, privée d'apport sanguin, conserve son calcium. Souvent, dans le cas d'une fracture du scaphoïde, la résorption au niveau du site de la fracture est si importante qu'elle prend un aspect kystique en l'espace de quelques semaines. Puis, avec le temps, la partie proximale subit une ostéonécrose, devient de plus en plus sclérosée et peut imploser et se fragmenter avec des modifications ostéoarthritiques secondaires. C'est uniquement le cumul de ces signaux radiographiques, donc sclérose plus fragmentation, qui permettent de parler de nécrose avasculaire. L'isthme représente la localisation la plus fréquente des fractures du scaphoïde avec environ 70% des cas, puis le pôle distal avec 20% des cas, et enfin le pôle proximal représente les 10% restants. Pour en savoir plus sur la formation d'un cal osseux et le remodelage osseux en général, je vous invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Nous avons ici une fracture du scaphoïde, mais avant de nous concentrer sur la fracture, examinons rapidement le rebord distal de la corticale radiale de cet os. Vous pouvez voir qu'il y a une encoche, une petite bosse. Ici, c'est tout à fait physiologique, mais elle peut parfois être interprétée à tort comme une fracture. Il est donc essentiel de reconnaître l'aspect normal de cette région anatomique. Lors de la recherche d'une fracture du scaphoïde, il est crucial d'identifier le trait de fracture, en particulier s'il intéresse la corticale médiale. En effet, un trait de fracture qui intéresse la corticale médiale nous permet d'être sûr qu'il s'agit d'une fracture du scaphoïde. Sur ces clichés, nous pouvons voir une ligne claire correspondant à une fracture transversale avec des ruptures dans les corticales latérales et médiales. On peut aussi dire corticale radiale et ulnaire. Heureusement, dans ce cas, la fracture n'est pas déplacée, ce qui lui confère un meilleur pronostic, mais elle implique le pôle proximal et entraînera un retard ou une absence de consolidation. Avant de passer à la suite, je voulais revenir sur la description du trait de fracture. Souvenez-vous que l'on décrit un trait de fracture en fonction du grand axe de l'os concerné et non en fonction du cliché. Ici, le trait de fracture est perpendiculaire au grand axe du scaphoïde. La plupart des hôpitaux ont pour politique de faire des incidences de face pour les scaphoïdes, bien qu'ils soient connus pour leurs fractures qui ne sont pas visualisées à la première analyse. C'est pourquoi les patients sont souvent plâtrés et on leur demande de revenir dans 10 à 14 jours s'ils sont toujours symptomatiques. C'est lors de ce contrôle qu'ils vont décrire des douleurs en regard de leur tabatière anatomique. Pour l'exploration radiographique, il est vraiment important de faire un cliché en déviation ulnaire, un oblique postéro-antérieur et une incidence de profil. La radiographie conventionnelle n'est pas très sensible pour l'étude du scaphoïde et généralement nous ne sommes pas très à l'aise sur l'analyse du cliché de profil. Je pense qu'une des raisons, c'est que pour un bon nombre d'entre nous, nous ne sommes pas bien sûrs d'identifier correctement le scaphoïde. Donc, en regardant ce cliché, nous pouvons voir que nous avons le pôle distal du scaphoïde et ensuite nous remontons jusqu'au pôle proximal. Il est bien sûr possible d'étudier entièrement le scaphoïde sur le cliché de profil avec pour exemple ici une fracture traversant la partie proximale. Quoi, une fracture transverse ou du pôle proximal du scaphoïde droit, comment, légèrement déplacé. Pour rédiger cette évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il existe une fracture transverse peu déplacée du pôle proximal du scaphoïde droit. La dissociation scapho-lunaire survient lorsqu'il y a une rupture du ligament scapho-lunaire.
Souvenez-vous, l'espace articulaire normal pour les os du carpe est 2 mm. Tout ce qui dépasse 4 mm devient positif pour la dissociation scapho-lunaire. Il est possible de diminuer ce phénomène de dissociation scapho-lunaire si vous mettez votre patient en déviation radiale. Dans ce cas, vos os du carpe se déplacent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour du capitatum, ce qui entraîne un raccourcissement du scaphoïde et une réduction de l'articulation scapho-lunaire. Inversement, si vous voulez démontrer de manière adéquate la dissociation scapho-lunaire, vous mettez le patient en déviation ulnaire et le scaphoïde va donc s'allonger, se dérouler, et on mettra en évidence une perturbation de l'articulation scapho-lunaire avec un diastasis. Ce signe est parfois appelé le signe de Madonna, du nom de la chanteuse qui a un espace entre ses deux dents de devant. Quoi? Une dissociation scapho-lunaire ou de l'articulation scapho-lunaire gauche? Comment? Avec un diastasis. Pour rédiger cette évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il existe une dissociation scapho-lunaire gauche avec un diastasis. Après le scaphoïde, le trichétrome est le deuxième os du carpe le plus fréquemment fracturé. En général, on a tendance à fracturer la corticale dorsale du trichétrome, mais il arrive parfois que la fracture traverse le corps. Il peut être particulièrement difficile d'apprécier la fracture du trichétrome sur votre cliché de face à cause du pisiforme qui le chevauche. Le plus souvent, ce que nous recherchons, c'est une fracture par avulsion que l'on voit dans les tissus mous, juste à l'arrière du lunatum. Si vous regardez attentivement, un œdème des parties molles en regard peut également vous guider, vous alerter vers un diagnostic positif de fracture du trichétrome. Quoi? Une fracture ou du trichétome droit? Comment? Légèrement avulsé. Pour rédiger cette évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il y a une fracture légèrement avulsée du trichétome droit. Le type de fracture de l'amatome le plus fréquent se manifeste généralement sous la forme d'une fracture du bagarreur où, au lieu de se fracturer au niveau de la base du 5e métacarpien, on retrouve le trait de fracture à travers la corticale médiale de l'amatome. Parfois, il peut s'agir d'une fracture luxation, c'est-à-dire d'une luxation des 4e et 5e métacarpiens associée à une fracture de l'amatome. Il est important de vérifier tout autour de l'amatome afin d'être certain de ne pas manquer une lésion annexe. L'amulus de l'amatome est représenté par un anneau cortical. Occasionnellement, nous pouvons rencontrer une fracture à travers l'amulus de l'amatome. Généralement, on retrouve cette lésion chez les golfeurs qui frappent accidentellement le sol plutôt que la balle, et donc la force s'exerce sur l'amulus et le fracture. Cliniquement, des engourdissements peuvent apparaître au niveau des 4e et 5e doigts en raison de l'irritation du nerf ulnaire qui est voisin. Reprenons notre quoi ou comment. Quoi? Une fracture. Ou de l'amatome gauche. Comment? Légèrement déplacé. Pour rédiger cette évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il y a une fracture légèrement déplacée de l'amatome gauche. L'explication qui va suivre est plus intuitive en utilisant la présentation des clichés comme nos collègues anglo-saxons. Donc si vous ne les présentez pas vers le haut, je vous demanderai une petite gymnastique d'esprit pour la suite. Donc afin d'évaluer l'alignement du carpe, il peut parfois être utile de se représenter le capitatum comme une pomme, le lunatum comme une tasse et le radius comme une soucoupe. Ainsi, la tête du capitatum, donc notre pomme, se trouve à l'intérieur de la tasse, qui est donc le lunatum, qui elle-même repose sur la soucoupe, représentée par le radius. Lors de l'analyse, il faut s'assurer qu'il est possible de tracer une ligne droite à travers cet ensemble et vérifier qu'il soit bien empilé sans luxation. On parle de luxation du lunatum lorsque ce dernier s'est luxé hors du radius. Il faut savoir qu'il est presque toujours luxé en avant.
Ici, on voit clairement notre capitatome, mais il n'est plus positionné dans le lunatome et il s'est déplacé proximalement. En revanche, il a conservé son alignement avec la surface articulaire distale du radius. Jetons un coup d'œil à ce poignet de face. Vous vous souvenez des lignes de Gilula? Donc la deuxième correspondait au cortical distal du scaphoïde, du lunatome et du trichétrum, et la troisième correspondait au cortical proximal de l'amatome et du capitatum. Nous voyons tout de suite que notre capitatum s'est affaissé et désormais le lunatome a une configuration triangulaire. Nous savons donc que cette ligne a été altérée. Ensuite, si on regarde la première ligne de Gilula, donc celle qui correspond au cortical proximal du scaphoïde, du lunatome et du trichétrum, on se rend compte que l'alignement est globalement conservé. Ainsi, la zone lésée est située dans la région médiocarpienne, entre le capitatum et le lunatome. Attention, parfois une configuration triangulaire du lunatome est due à un mauvais positionnement du poignet pour l'incidence. Mais ici, on a d'autres indices, tels que les lignes de Gilula qui sont altérées, qui nous indiquent qu'il y a une anomalie sous-jacente. Rappelez-vous maintenant la zone de Johnson. Donc nous regardons attentivement la styloïde radiale, en passant par le scaphoïde, puis le capitatum, en remontant par l'amatome, le trichétrum, et donc la styloïde ulnaire. Et ici, on se rend compte d'une fracture-avulsion du processus styloïdien ulnaire. Quoi? Fracture et luxation, ou du lunatome et de la styloïde ulnaire du côté droit. Comment? Antérieur pour la luxation et non déplacé pour la fracture. Donc pour rédiger cette évaluation clinique préliminaire, nous dirions qu'il y a une fracture non déplacée de la styloïde ulnaire droite associée à une luxation palmaire du lunatome. La luxation périlunaire représente l'autre luxation du carpe. On voit donc ici que le capitatum, souvenez-vous, c'était notre pomme, ne siège plus dans le lunatome qui correspondait à notre tasse à thé. Cependant, le lunatome s'articule toujours avec la surface articulaire radiale distale, ce qui indique qu'il y a une conservation de leur alignement. Le tracé de la ligne bleue qui passe à travers le capitatum ne coupe ni le lunatome ni le radius. Elle nous indique clairement qu'il y a une luxation périlunaire. La plupart des luxations périlunaires ont pour conséquence une luxation dorsale du capitatum par rapport au lunatome. Il peut arriver qu'il se luxe vers l'avant, mais c'est plutôt rare. L'autre détail dont il faut être conscient dans le cas d'une luxation périlunaire, c'est que parfois, le capitatum peut être en contact avec la corticale postérieure du lunatome. Alors, la pression du capitatum reposant sur le lunatome peut le faire basculer vers l'avant, imitant une luxation du lunatome. Il est donc important d'être en mesure de différencier ces deux luxations. Donc, une des astuces pour confirmer qu'il s'agit simplement d'une inclinaison du lunatome plutôt que d'une luxation, c'est de tracer la ligne vers le haut à travers le capitatum, donc celle qui a été représentée en bleu ici. Si à travers ce capitatum, qui lui reste aligné avec le radius, c'est une luxation du lunatome, et si le capitatum est excentré du radius et du lunatome, c'est donc une luxation périlunaire. Le carpe est constitué de 8 os qui sont le trapèze, le trapézoïde, le capitatum, l'amatome. On passe ensuite au trichétrum, le lunatome ici, et le scaphoïde. Et là, on se rend compte qu'on se retrouve avec un os supplémentaire. Nous pouvons voir qu'il s'agit d'un scaphoïde fracturé, divisé en deux fragments, et forcément associé à un déplacement important.
Il est donc crucial de toujours compter les os du carpe, car vous pouvez passer à côté d'une lésion importante en supposant qu'il s'agit simplement d'un os classique. Si nous repensons à notre zone de Johnson, aux zones de vulnérabilité, rappelez-vous qu'à la base, la fréquence des blessures est assez faible, en revanche, la gravité est très élevée. Donc si vous analysez une lésion médiocarpienne, elle est fréquemment associée à d'autres fractures. Et sur ces clichés, nous avons une fracture transscaphoïdienne. Lorsque nous décrivons une luxation périlunaire, nous commençons toujours par décrire la fracture. Donc dans ce cas, nous l'avons dit, c'est une fracture transscaphoïdienne. Ensuite, on décrit la direction de la luxation. Donc dans ce cas, et pour être honnête, c'est le cas dans la majorité des luxations périlunaires, elle est dorsale. Et enfin, vous décrivez la luxation qui est donc périlunaire. Maintenant, si vous avez par exemple une fracture du capitatum et du scaphoïde, vous la décrivez comme étant transscapho-capitale. Vous utilisez donc le mot trans devant l'os ou les os fracturés, puis vous ajoutez dorsale, parce que c'est le sens du déplacement de la luxation, et enfin vous précisez le type de luxation. Jetons un coup d'œil rapide aux arcs de Gilula afin de mieux comprendre la lésion médiocarpienne. Donc nous remontons le long de l'amatum et du capitatum, puis nous remontons le long du trichétrum, du lunatum et du scaphoïde. Vous pouvez voir comment le capitatum se projette plus proximalement sur le lunatum et le scaphoïde, indiquant une lésion médiocarpienne. Mais si vous regardez la rangée proximale, la surface articulaire proximale du trichétrum, du lunatum et du scaphoïde, vous pouvez voir que le lunatum, bien que légèrement déplacé médialement, est en fait en articulation normale avec le radius et il n'a pas une configuration triangulaire. Donc, l'incidence de face nous amène à la conclusion que le lunatum est normal et que c'est le capitatum qui est dans une position anormale. Reprenons notre quoi ou comment. Quoi, donc une fracture luxation, ou transscapho-périlunaire à droite. Comment, dorsale pour la luxation et très déplacé pour la fracture. Donc pour rédiger cette évaluation clinique préliminaire, on pourrait même la simplifier en disant qu'il y a une fracture luxation transscapho rétrolunaire droite. Donc rétro permet d'avoir l'information du déplacement dorsal. En revanche, si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu plus classique, on pourra alors dire qu'il y a une fracture luxation transscapho-périlunaire associée à un déplacement dorsal important. La maladie de Kienbock n'est pas une maladie à proprement parler, c'est une forme de nécrose avasculaire. Dans le cas d'une nécrose avasculaire osseuse, on a tendance à observer une sclérose, un aplatissement et une fragmentation marquée. C'est le même type d'aspect que celui que l'on observe dans la hanche pour le syndrome de Perthes ou que l'on observe sur les deuxième et troisième têtes métatarsiennes pour l'infarctus de Friberg. Cependant, la cause la plus fréquente, donc pour environ 70% des patients, c'est une variance ulnaire négative. La variance ulnaire correspond à la relation entre l'ulna et la surface articulaire radiale distale. Si votre ulna distale est alignée avec votre radius distal, la variance ulnaire est neutre. Si la tête ulnaire est plus distale par rapport à la surface articulaire radiale distale, alors la variance ulnaire est positive. Mais chez ce patient, la tête ulnaire est plus proximale que la surface articulaire radiale distale. On a donc une variance ulnaire négative. Et chez ces patients, il y a un risque beaucoup plus élevé de maladie de Kienbock. Quoi, une nécrose avasculaire ou maladie de Kienbock, ou du lunatum droit. Comment, avec une sclérose, un aplatissement et une fragmentation. Pour rédiger cette évaluation clinique préliminaire, nous dirons qu'il existe une sclérose, un aplatissement et une fragmentation du lunatum droit, caractéristique d'une nécrose avasculaire,
et on peut même préciser maladie de Kinbuck. De nombreux patients gardent une cicatrice physaire résiduelle après la fermeture de l'espace entre la physe et la métaphyse. Il est important de se familiariser avec cette apparence car elle peut être confondue avec une fracture impaction. Cette ligne sclérosée que vous voyez ici et qui suit l'emplacement classique d'une physe est donc normale.